chez les nématodes, il y a plusieurs types de nématodes. Les plus connus, malheureusement, c'est les nématodes phytoparasitaires qui causent de gros dégâts. Tout simplement parce que quand la plante est malade, on cherche à comprendre pourquoi elle est malade et c'est là qu'on trouve des bestioles. Mais quand la plante pousse bien, on ne cherche pas forcément à comprendre pourquoi elle pousse bien, mais en général, c'est aussi grâce à des nématodes, mais d'autres types de nématodes, des nématodes microbivores qui vont donc consommer des micro-organismes, des bactéries et des champignons. Donc ces nématodes-là, effectivement, ils aident la plante dans le sens où ils vont augmenter la minéralisation de la matière organique, ils vont augmenter la disponibilité, la phytodisponibilité de l'azote et du phosphore à hauteur de 30%, donc c'est vraiment loin d'être négligeable. Donc ce sont des organismes qui sont très importants. Lorsqu'on va lutter contre les nématodes phytoparasitaires, si on utilise des nématicides, malheureusement, on va également nuire à ces nématodes mutualistes, puisque les nématicides ne sont pas spécifiques aux nématodes phytoparasitaires. Donc c'est là où la gestion de la nématofaune, la communauté des nématodes est très compliquée, puisqu'il faut à la fois limiter évidemment les nématodes phytoparasitaires tout en favorisant les nématodes bactérivores et fongivores. Nous on a travaillé effectivement sur ces nématodes bactérivores qui sont donc mutualistes et on a identifié pour le moment deux leviers qui semblent être intéressants. D'une part la variété, puisqu'il y a effectivement des variétés de riz qui sont répondantes aux nématodes bactérivores, qui sont capables d'attirer les nématodes bactérivores dans leur rhizosphère et donc potentiellement interagir avec ces mutualistes, alors que d'autres avaient tendance à ne pas les attirer, au contraire même, et ne répondaient pas du tout aux nématodes mutualistes. Donc déjà, en fonction de la variété, on ne va pas forcément optimiser les interactions entre la plante et ces organismes mutualistes. Ça c'est la première chose. Et ensuite, on a, avec une technique un peu d'inoculation un peu plus développée, un peu plus compliquée, on a essayé de voir, en fonction des pratiques chez les paysans, l'effet du nématode, donc un nématode bactérivore qu'on a au laboratoire, sur le riz. Et on s'est aperçu, donc on avait à peu près une vingtaine de carottes de sol, donc une vingtaine de parcelles, et on s'est aperçu que toutes les carottes qui provenaient de systèmes agroforestiers, c'est-à-dire du riz associé à un arbre ou à une autre plante, du bananier par exemple. Donc il y avait plusieurs types d'arbres, café, eucalyptus, etc. Toutes ces parcelles-là maximisaient l'effet du nématode. C'est-à-dire qu'on avait une réponse très positive de la plante à l'inoculation du nématode, alors que dans de la monoculture de riz par exemple, ou dans des cultures de rotation, on ne voyait pas d'effet de ce nématode, dans des mêmes conditions. Ça signifie deux choses. D'une part, qu'on peut donc intensifier les effets de ce nématode bactérivore sur la plante via les pratiques. Ça, c'est une première chose, on peut gérer, sans passer par l'inoculation de nématodes, en fonction des pratiques. Et la deuxième chose, c'est qu'a priori, la diversité végétale au sein du système semble aussi favoriser l'activité mutualiste de ces organismes. Les mécanismes, on ne les a pas encore élucidés, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Mais en tout cas, ces premiers résultats nous laissent croire qu'il est tout à fait possible d'envisager des pratiques qui vont intensifier l'activité mutualiste des nématodes bactérivores. Après, il faut effectivement regarder les nématodes phytoparasitaires, s'assurer qu'en favorisant ces nématodes bactérivores, on ne favorise pas non plus des populations de phytoparasitaires. Donc, c'est toute cette difficulté, gérer le vivant dans les sols, c'est très compliqué, mais il y a encore beaucoup de travail, mais c'est tout à fait possible. Donc les nématodes bactérivores consomment des bactéries. Jusque-là, tout va bien. Les bactéries dans les sols ont besoin de carbone, qu'ils trouvent dans les matières organiques. Mais les sols sont généralement pauvres en carbone. Donc souvent, les bactéries sont limitées par le carbone. Mais dans la rhizosphère, la plante va fixer le carbone atmosphérique via la photosynthèse et va rhizodéposer. Dans la rhizosphère, près des racines, il y a beaucoup de carbone et en plus c'est des carbohydrates, c'est du sucre, donc c'est du carbone facilement assimilable par les bactéries. Donc dans la rhizosphère, on a une prolifération de bactéries qui vont utiliser le carbone issu de la rhizodéposition, de l'exudation. Les nématodes sont attirés par la respiration liée à la prolifération des bactéries dans la rhizosphère et donc ils vont être attirés par les racines et par les bactéries. Donc on retrouve ces nématodes bactérivores, évidemment là où il y a des bactéries, c'est-à-dire près des racines. Donc déjà, spatialement, on a tous nos acteurs qui vont pouvoir interagir, la racine
les bactéries et le nématode sont ensemble. Ensuite, les nématodes vont effectivement consommer ces bactéries, mais ces nématodes, ils respirent comme tous les animaux, donc ils ont une efficacité de production qui est relativement faible, autour de 40%. Et ils vont être obligés d'excréter le surplus d'azote et de phosphore qu'ils ont ingéré de manière à maintenir leur rapport stoichiométrique de carbone-azote, carbone-phosphore. Donc ils excrètent de l'azote sous forme ammoniacale et un petit peu d'urée, et le phosphore sous forme de phosphate. Et ça, la plante, elle peut le prélever. Pas de problème. L'ammonium et le phosphate, elle peut les prélever. Et puisque le nématode vit à proximité des racines, évidemment, les poils absorbants ne sont pas très loin, et donc la plante va pouvoir récupérer ces nutriments qui sont excrétés par les nématodes avant même que les bactéries les réutilisent pour leur biomasse. Donc effectivement, ils sont vraiment très bons, très efficaces dans leur activité mutualiste, parce qu'ils vont vivre à côté des racines, ils vont excréter jour et nuit pendant tout le cycle de la plante, et la plante va pouvoir profiter de cette excrétion. Donc on a une fertilisation qui est très faible, évidemment, c'est quelques microgrammes par gramme de sol, mais elle est continue, et surtout elle est localisée exactement là où il faut. On dit qu'on a un couplage, c'est ça, on a un couplage spatio-temporel qui est parfait, ce qui est impossible de mimer par des pratiques. Ouais. Ça, c'est sûr qu'on ne peut jamais reproduire cette activité localisée au niveau des racines. Et c'est encore plus compliqué que ça, puisque ce qui se passe, c'est que la libération de carbone, elle se fait au niveau de la coiffe de la racine. Et là, il y a beaucoup de carbone. Donc les bactéries vont pouvoir utiliser ce carbone pour immobiliser l'azote et le phosphore. Donc là, elles sont plus compétitrices que la racine. Lorsque les nématodes arrivent, la racine, elle continue à pousser. Et on arrive au niveau de la zone où il y a les poils absorbants. Et là, il y a beaucoup moins de carbone. Les nématodes vont commencer à libérer l'azote et le phosphore dans une zone où il y a moins de carbone. Donc dans une zone où les bactéries seront moins compétitrices que la plante. Elles ne pourront plus immobiliser le NH4 et le phosphore puisqu'il n'y a plus de carbone. Elles sont au niveau de la coiffe. Elles vont continuer à proliférer près de la coiffe. C'est là où il y a vraiment le plus de carbone. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a un couplage spatio-temporel, c'est que au fur et à mesure que la racine pousse, la libération se fait au niveau de la coiffe, après la coiffe, au niveau des poils absorbants, là où il y a moins de carbone et là où la plante est plus compétitrice que les bactéries. Donc c'est vraiment un mécanisme très fin qui est évidemment quasiment impossible à reproduire par des pratiques. Donc il faut absolument intensifier ces mécanismes via des pratiques, via favoriser donc l'habitat de ces organismes, favoriser des plantes qui vont interagir avec ces organismes, renouveler évidemment le pool d'azote et de phosphore organique puisque c'est le pool source du sol. Voilà, il y a plein éviter la compaction du sol pour que ces organismes puissent être mobiles, favoriser aussi les bonnes teneurs en matière organique puisque ça va permettre d'avoir un petit peu d'eau, ce sont des organismes aquatiques. Donc voilà, il y a tout ça, il faut gérer tout ça de manière à ce qu'on puisse intensifier ces mécanismes très fins. Oh, you just got to believe me. No, you just got to believe in what I say. You just got to believe me. Oh, you just got to believe these words I say.